Bonjour et bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre Dalloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Tous les mois, nous plongerons en immersion dans le quotidien des professionnels de la compliance. Nous rencontrerons des experts qui nous diront comment est vécu en pratique ce sujet souvent perçu comme théorique. Grâce à leur retour d'expérience, leurs anecdotes, leurs réussites et peut-être leurs galères, nous comprendrons enfin les rouages de la compliance. Embarquons avec Maya Van de Velde, journaliste spécialisée en droit des affaires, responsable de la cellule média au sein des éditions Francis Lefebvre. L'enquête interne, c'est l'investigation mise en place au sein d'une entreprise concernant des faits plus ou moins précis, généralement susceptibles de constituer une infraction pénale. Ces enquêtes ne cessent de se développer, notamment sous l'impulsion des dispositifs d'alerte anticorruption prévus par la loi Sapin 2. Or, le plus souvent, c'est l'entreprise elle-même, avec l'assistance d'un conseil, d'un avocat qui procède à la collecte des documents qui lui paraissent pertinents, ainsi qu'à l'audition de ses employés et dirigeants. L'entreprise est ainsi à la fois en position de sujet et d'organisateur de l'enquête. Ce double positionnement entraîne de nombreuses questions en ce qui concerne le respect des droits de la défense notamment. Ces questions, elles ont été soulignées par le rapport Gauvin en juin 2009. Elles viennent d'être remises sur le devant de la scène par un rapport intitulé « Rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans l'enquête interne », rédigé par un collectif d'avocats. Au micro d'Enquête interne, pour nous parler de l'enquête interne, deux des avocates à l'origine de ce rapport, Lucie Mongin-Archambault, avocate associée du cabinet Osborne Clark, et Dorothée Ever, qui exerce au sein du cabinet Visconti-Grundler. Bonjour Dorothée. Bonjour Maya. Bonjour Lucie. Bonjour Maya. Donc Dorothée, Lucie, la première question qui me vient à l'esprit, c'est celle du début de l'enquête interne. C'est vous, l'avocat qui, Lucie, vous intervenez surtout comme avocat enquêteur, c'est vous qui appréciez le... Alors c'est souvent l'entreprise qui a un dispositif d'alerte interne, reçoit ces alertes et elle-même considère que certaines d'entre elles sont abusives ou pas sérieuses, qui les exclut toutes seules, sans nous, souvent. Et qui, lorsque elle pense que les faits sont probablement caractérisés, en général recourt à l'avocat et nous demande de l'aide pour savoir comment ensuite conduire cette enquête, par où commencer et comment nous pouvons l'accompagner dans la conduite de ces enquêtes le plus rapidement possible, parce qu'on est quand même souvent tenu par le délai disciplinaire, c'est-à-dire le délai de 2 mois, pour conduire ces enquêtes le plus vite possible. D'accord. Et Dorothée, vous avez une expérience un peu différente, il me semble, puisque vous intervenez plutôt comme avocat conseil dans des enquêtes mises en place à la suite de poursuites d'autorités étrangères. Donc là, concrètement, comment ça se passe ? Effectivement, la situation est différente. Dans le cas d'enquêtes internes qui sont mises en place dans le cadre de négociations avec des autorités de poursuite, la temporalité est beaucoup plus évidente puisque tout simplement l'autorité vient et elle démarre en fait un processus. Donc l'entreprise et évidemment donc les personnes physiques qui sont visées ensuite par l'enquête interne sont beaucoup moins actives dans la décision de mise en place et dans le moment choisi pour mettre en place l'enquête interne. Concrètement, la façon dont ça se passe, c'est que les autorités de poursuite, généralement étrangères, dans le cas de figure que vous évoquez, et dans ce que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, s'approchent d'une société en lui expliquant que l'autorité a une raison de penser, ou plusieurs raisons de soupçonner que des faits constitutifs potentiellement d'infraction ont été commis au sein de l'entité, et que donc elle apprécierait que dans le cadre d'une négociation qu'elle entend mener avec cette entité, l'entité fasse ses meilleurs efforts pour elle-même faire un peu le ménage chez elle et découvrir ce qui a été fait, ce qui s'est passé, s'il y a effectivement des faits répréhensibles. Et c'est là en fait tout le premier point de l'absurdité de l'enquête interne, parce qu'il y a une absurdité dans le processus, qui est qu'en fait l'autorité, surtout étrangère, peut en venir à quasiment déléguer l'enquête à l'entreprise. Parce qu'en fait, ça, c'est des faits qui pourraient faire l'objet d'une enquête pénale publique et qui sont laissés à l'appréciation, enfin à la direction d'une entreprise qui doit elle-même, au sein de sa propre structure, enquêter comme si elle était policier ou juge d'instruction. C'est tout un jeu de négociation et de pression plus ou moins forte. Il y a
aucune obligation, là encore, d'enquêter. Simplement, la perte de l'opportunité d'entrer en négociation avec l'autorité au sujet de ces faits. L'idée, c'est que si la société dit non, l'autorité très certainement considérera qu'elle a à ce moment-là, elle d'autant plus de raisons d'enquêter. Elle le fera elle-même et les sanctions ou les suites seront probablement plus pénalisantes pour l'entreprise. C'est tout un sujet aussi de savoir ce qui est opportun, mais en tout cas, voilà, en termes de point de départ et de mise en place, il y a une vraie distinction entre les enquêtes internes qu'on nomme spontanées, mais qui ne sont pas spontanées en fait dans le rapport auquel fait référence Lucie, donc mise en place après une alerte ou un signalement, et celle mise en place dans le cadre d'une négociation avec des autorités. Et Lucie, ça vous arrive vous êtes contactée par une entreprise qui vous fait part d'un signalement ou d'une alerte qu'elle a estimée suffisamment grave pour mettre en place une enquête interne. Ça vous arrive de dire non, là, il ne faut pas le faire. Il y a un risque à mettre en place une enquête interne trop tôt, par exemple? Je pense qu'il y a plus de risques à ne pas conduire une enquête interne qu'à en mener une, parce que si les faits sont sérieux, si manifestement c'est non abusif, et si l'entreprise ne conduit pas cette enquête interne, ça pourrait lui être reproché. Dans le futur, je vois mal un reproche qui pourrait être formulé à une entreprise pour avoir conduit trop tôt une enquête interne. D'accord, donc on ne fait pas d'enquête interne pour désamorcer une rumeur qui court dans une entreprise ou pour des raisons de communication. On conduit des enquêtes internes vraiment pour aboutir à une vérité, peut-être pas judiciaire, mais en tout cas factuelle. Oui, tout à fait, mais ça peut démarrer par une rumeur. Ça a déjà, c'est-à-dire qu'une enquête interne pourrait parfaitement avoir lieu après une rumeur insistante et des vérifications sommaires qui ensuite permettent de considérer qu'il y a réellement, potentiellement, des faits répréhensibles qui ont eu lieu. Ça pourrait également démarrer comme cela. Et c'est aussi assez fréquent finalement que l'enquête interne démarre et soit mise en place parce que c'est la bonne chose à faire et que l'entreprise souhaite le faire, alors même qu'elle se doute qu'il n'y aura probablement pas de fait incriminé et qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'a priori aucune infraction n'a été commise. Et c'est évidemment une garantie supplémentaire pour elle, et c'est positif aussi à la toute fin pour la personne éventuellement mise en cause de manière infondée, de tout de même procéder à cet exercice. Ça protège la réputation, ça permet de continuer à employer ces personnes qui sont éventuellement visées, qui sont éventuellement soupçonnées, même par une rumeur peu fondée, d'avoir commis des infractions. Parce que ça remet les choses à plat, en fait. Et ça clarifie les choses, en fait, aussi. C'est que, je pense typiquement au harcèlement sexuel ou au sein de l'entreprise, s'il y a une rumeur et qu'une enquête est déclenchée et qu'il en ressort que les faits ne sont pas avérés et qu'il y a des mesures, évidemment, prises à la suite de ces... pour assainir, en quelque sorte, la situation au plan RH, etc., c'est aussi totalement dans l'intérêt de l'entreprise. Ouais, alors justement, les RH, j'allais y venir, parce que donc l'enquête est déclenchée, on a pris la décision de la mener, mais qui la mène? Est-ce que les RH en font partie? Quels sont les services impliqués? Est-ce qu'il y a une équipe qui la dirige? Est-ce que c'est vous, avocat, qui la dirigez? Alors c'est très varié. Vous avez des grands groupes avec des directions de la compliance très bien organisées qui sont parfaitement en mesure de conduire leur enquête interne, qui font appel à des avocats lorsque c'est nécessaire et lorsque notamment ils veulent vérifier la qualification des infractions et bénéficier aussi du secret professionnel pour couvrir les échanges et le rapport qui sera rédigé. Mais ils peuvent aussi le faire seuls. Donc ça, c'est pour les grands groupes. Pour les plus petits groupes, la procédure d'alerte interne a pu prévoir qui serait en charge de ces enquêtes, qui serait le comité en charge des enquêtes. En général, la fonction de directeur juridique est incluse dans ces comités. La fonction RH aussi, le plus souvent. Parce que, évidemment, vous avez souvent des décisions finales à prendre sur, selon la gravité des faits, la sanction disciplinaire appropriée. Donc c'est une vraie équipe, plusieurs personnes, et il y a souvent un avocat. Le fameux avocat enquêteur, il est souvent présent dans les enquêtes? Oui, je pense qu'il est souvent présent, soit à côté de cette équipe, soit seul, de son côté.
lorsqu'on veut totalement externaliser l'enquête. Les modes de fonctionnement avec l'avocat sont variés et dépendent vraiment des faits et de la situation. Mais l'avocat peut parfaitement aussi conduire seul l'enquête interne. Et les avantages que j'y vois, c'est pas pour faire de la promotion de la profession, mais il y a quand même 3 avantages très nets. Le premier, c'est que ça rend plus objectif la conduite de l'enquête interne. Selon en tout cas les personnes qui seront visées par cette enquête, elles auront l'impression que c'est extérieur, davantage extérieur que si c'est conduit en interne. Le deuxième avantage, c'est qu'on est tenus, nous, avocats, par nos grands principes, et notamment le principe de loyauté et de prudence qui font que l'enquête doit être menée avec loyauté et prudence, donc c'est une garantie aussi pour ces personnes-là. Et le dernier avantage, évidemment, c'est le secret professionnel qui couvre les échanges et le rapport rédigé. Du coup, Lucie, vous êtes déjà intervenue comme avocat enquêteur à plusieurs reprises. Est-ce que c'est pas bizarre pour un avocat d'être celui qui enquête ? C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est vraiment... puis moi, je suis pénaliste, donc on est vraiment l'avocat de la défense en temps normal. Et là, on doit devenir vraiment très objectif, très loyal dans la conduite de l'enquête. Et on rentre un petit peu, c'est vrai, dans le métier et le rôle finalement d'un juge d'instruction presque. C'est une autre manière de procéder, mais je pense que nos grands principes des droits de la défense, avec l'article préliminaire du Code de procédure pénale, avec l'article 6.3, avec tous ces grands principes auxquels on tient tant, on essaie de les appliquer au mieux dans le cadre de ces procédures pour que pour accompagner l'entreprise. Et c'est important, je pense, qu'il y ait des avocats aussi pénalistes qui s'emparent de ces sujets et qui permettent la garantie de ces droits pour les personnes visées en réalité aussi. Moi, je vois 2 difficultés quand même majeures. Là, moi, j'ai une expérience plutôt de l'autre côté en défense des personnes physiques qui peuvent être visées par ces enquêtes internes. Mais j'ai eu l'occasion, notamment au sein de structures anglo-saxonnes où j'ai exercé précédemment, de voir aussi comment se déroulait la conduite d'une enquête interne. Il y a effectivement, comme ça a été dit, une bizarrerie. C'est qu'en fait, quand on est avocat, et en particulier avocat pénaliste, c'est pas naturel d'être celui qui enquête. On n'a jamais vraiment envie d'être le policier ou le juge d'instruction. On est moins en mesure de mettre en avant un certain nombre de réflexes et de connaissances juridiques et stratégiques qu'on a l'habitude au contraire de déployer dans un exercice contentieux. Mais il y a aussi, je pense, une autre difficulté qui est la limite de ce qu'on peut faire. Et ça, pour le coup, je pense que c'est aussi vrai pour un avocat enquêteur qu'un auditeur enquêteur ou que toute autre personne qui tente d'enquêter à la place des autorités, quelque part. C'est le fait qu'on est quand même parfois confronté à la limite de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de mettre en place une enquête comme une autorité de poursuite, et d'ailleurs on n'a pas envie de le faire. Moi j'ai en souvenir un cas dans lequel justement comme on le disait un peu plus tôt, l'enquête avait démarré avec la certitude qu'il n'y avait probablement pas de fait constitutif d'infraction. C'était effectivement le cas, et je reste convaincue qu'il n'y avait rien de plus à découvrir que ce qu'on a vu après avoir entendu des personnes et après avoir récolté des emails et lu des échanges. Mais ce qui était amusant, vers la fin de l'enquête, on a eu l'occasion de discuter avec une personne qui était plus dans l'entreprise et qui a révélé pas mal de nouvelles choses, mais sans avoir aucun élément probatoire. Mais lui-même, en fait, avait été impliqué initialement dans une enquête pour savoir si des faits avaient été commis ou pas dans ce cadre-là. Il expliquait avoir été confronté à des preuves qu'on n'avait plus aujourd'hui. Mais il s'est posé donc, vers la fin de l'enquête, une vraie question sur, en fait, finalement, la possibilité qu'il y ait vraiment eu une infraction. Et n'étant pas enquêteur et n'ayant aucun moyen d'enquête comparable à ceux de véritables enquêteurs, on n'était tout simplement
pas en mesure de faire plus. Voilà, donc moi, je réaffirme le fait que j'aurais pas voulu être en mesure de faire plus et que j'interviens exclusivement en défense, mais aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi une véritable limite et difficulté. Ouais. Parce que c'est quoi les moyens en fait de la commission d'enquête? Comment elle procède? Elle auditionne les personnes soupçonner les témoins. Comment ça se passe? Sur quoi on peut se reposer? Sur des entretiens, oui, conduits avec les salariés de l'entreprise, mais également des tiers. Ça peut être également des personnes tierces de l'entreprise. Qui n'ont aucune obligation de répondre. Absolument, absolument. Alors que le salarié a son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Et ça, c'est toute la question. C'est très problématique, ce sujet, mais on pourra en reparler parce que ça prendrait un certain temps d'en parler. Donc, il y a l'entretien, il y a les entretiens à conduire, vous avez la possibilité d'accéder aux messageries professionnelles, à des éléments uniquement professionnels et de manière proportionnée, donc en procédant par mots-clés bien sélectionnés. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi. Vous avez la possibilité de vous faire aider de tiers, par exemple comptables et financiers, quand vous avez affaire à des fraudes financières. Vous avez la possibilité éventuellement de recourir à des tiers experts en IT ou pour retrouver des informations. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus limité, tu as raison de le dire, Dorothée, que les pouvoirs du juge d'instruction. Oui, c'est finalement tout ce qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une initiative privée avec des moyens classiques. Les salariés, ils sont au courant que vous fouillez dans leurs ordinateurs ou qu'une enquête est en cours, et ils savent qu'une enquête les touche ou tout simplement est en cours. Qui on informe dans une entreprise? Alors, la règle, c'est qu'ils soient informés qu'un signalement a eu lieu les concernant. Vous avez la possibilité, évidemment, pour les besoins de l'enquête, de décaler le moment d'information, mais ils doivent être informés du fait qu'ils sont visés par un signalement, absolument. Et aucune donnée personnelle ne peut être récoltée. En revanche, les boîtes électroniques professionnelles sont bien sûr la propriété de l'employeur et sont revues en détail. Ouais, et alors, du coup, vous le convoquez, je suppose que c'est le mot, à une audition, oui, ou à un entretien. Vous dites entretien, vous l'invitez à un entretien? Alors, on dit entretien, oui. Moi, j'ai tendance à dire audition pour marquer justement la normalité du sujet. Justement, parce qu'effectivement, est-ce que vous l'informez de la gravité de ce que potentiellement il va dire? Alors, c'est vrai que Dorothée a raison, on devrait appeler ça audition. Alors, d'abord, il y a les personnes soupçonnées et les personnes non soupçonnées. Donc, il faut bien sûr distinguer les personnes soupçonnées et les personnes non soupçonnées qui sont témoins et qui apportent juste un éclairage sur les faits. Mais pour les personnes soupçonnées, on essaie d'être le plus rigoureux possible en leur adressant une convocation par email et en leur indiquant les faits qui leur sont reprochés. On leur donne aussi parfois de la matière supplémentaire avec des emails, des documents conjoints à cet email. Ils ont toutes les pièces? Alors voilà, ça c'est aussi la question on a beaucoup réfléchi sur ce sujet dans le cadre de notre collectif. Ils n'ont pas toutes les pièces, mais nous considérons qu'il est important de joindre à cet email qui explique les faits qui lui sont reprochés, les documents principaux sur lesquels se fondent les reproches formulés. Ça, on considère que c'est important de le faire. En tout cas, c'est notre conviction. Et c'est plus que les droits en matière d'enquête pénale, parce qu'il faut bien être conscient que lorsque vous êtes entendu en audition libre, en enquête pénale, on vous fait part des faits qui vous sont reprochés, mais évidemment, on ne joint aucun document, élément matériel à cette information. C'est l'objet d'une de nos discussions principales sur la quantité de droits qui devraient ou non être attribués aux différentes personnes physiques visées. On s'est beaucoup interrogé sur l'analogie qu'on pouvait faire entre cette enquête interne qui peut s'apparenter à une enquête pénale
et l'enquête pénale justement à laquelle elle peut s'apparenter, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus proche d'une instruction judiciaire, est-ce qu'on est une enquête préliminaire, on est évidemment nulle part parce que c'est une initiative privée et que c'est autre chose, mais finalement il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de risques pour les personnes physiques notamment, et c'est pour ça que les droits évoqués par Lucie nous paraissent effectivement essentiels à mettre en place. Et alors du coup, puisqu'on essaye de donner un cadre, est-ce que les personnes entendues, en tant que personnes soupçonnées ou en tant que témoins, ont droit à un avocat, ont un avocat, sont informées qu'elles peuvent venir avec un avocat, Oui, alors il y a d'obligations, pas d'obligation à ce stade, nulle part. Ça, il faut quand même se le rappeler et se le dire. Alors oui, bien sûr, lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction, qu'on a des éléments relativement sérieux entre les mains, c'est souvent notre recommandation auprès du client. Maintenant, le client, donc l'entreprise. L'entreprise, oui, tout à fait. Maintenant, le client, l'entreprise, peut être assez effrayé de cette proposition, paradoxalement plutôt pour protéger la personne contre laquelle elle a des soupçons. Elle se dit toujours que cette personne va surréagir, ne pas comprendre, être dans une position ensuite de défi, peut-être démissionner. Donc c'est vraiment un sujet très très délicat qui doit être traité au cas par cas, même si nous, notre recommandation, c'est d'assurer à cette personne-là la possibilité d'être conseillée. Mais c'est vrai qu'on évoque le cas où on sait qui est la personne soupçonnée, ou on sait si la personne est soupçonnée, mais comme on l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est pas toujours très clair en fait. Et une des difficultés, c'est aussi le fait que, surtout au tout début de l'enquête, l'entreprise a généralement pas trop d'idées précises sur le statut. On parlait de statut de témoin ou de personnes suspectées, mais on ne sait pas en fait, parce qu'on est généralement très en amont, enfin je dis l'entreprise. Et il y a aussi une difficulté qui découle de ça, c'est-à-dire quel droit donner et proposer ou pas de venir avec un avocat alors qu'on ne sait pas encore si cette personne peut être un témoin ou peut être une personne soupçonnée. Et c'est aussi dans ces cas-là, comme tu le disais Lucie, que l'entreprise, pour protéger et pour ne pas faire peur à ses employés, n'a pas nécessairement envie de leur donner cette possibilité, pour ne pas leur donner l'impression qu'ils seraient soupçonnés alors qu'ils le sont à ce stade-là absolument pas. Mais effectivement, le fait que ce soit dans l'intérêt de tous, c'est aussi un élément qu'on met en avant dans le rapport, et l'idée d'encadrer ça et qu'éventuellement des autorités ou le législateur se saisissent du sujet pour l'encadrer, rendrait aussi la pratique peut-être un peu plus facile de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aurait une obligation de venir avec un avocat, l'entreprise n'aurait plus cette réflexion désagréable à avoir sur l'effet que ça aurait. Oui, parce que moi, ce que j'entends en fait là dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, le paradoxe de l'enquête interne, c'est que c'est une entreprise qui enquête sur elle-même en quelque sorte, enfin sur un de ses salariés auquel elle tient peut-être encore, et que si l'enquête se termine en blanchissant, entre guillemets, ou en mettant de côté toute charge contre ce salarié, alors il va rester. Et donc, en fait, est-ce que c'est pas une plaie, est-ce que cette plaie-là de l'enquête interne dans l'entreprise, elle se referme une fois que l'enquête est close? Oui, ça dépend vraiment. Moi, je considère que les rapports d'enquête internes peuvent aussi proposer des recommandations à l'issue des constats. Alors ça, grâce à des départements de droit social et droit du travail, pour justement remédier aussi à la situation. Et peut-être par des médiations, peut-être par des formations, peut-être par lorsqu'il y a eu des difficultés interpersonnelles qui ne sont que des difficultés interpersonnelles et pas du harcèlement moral, par exemple. Et donc, le rapport et l'enquête interne peuvent aussi permettre de proposer des solutions pour aplanir ensuite la situation et peut-être l'améliorer. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement un acte violent instantané qui crée une plaie. Je crois pas. Oui, donc l'enquête interne, ça reste quand même une enquête assez secrète finalement, qui est conduite en dehors des locaux de l'entreprise, la plupart du temps, dans le cabinet de l'avocat. Enfin, on ne voit pas arriver des équipes d'enquête dans l'entreprise. C'est un sujet. Hein. On a eu ce cas-là ça va stresser tout le monde de voir les avocats arriver. Est-ce qu'on peut prendre une salle de réunion à l'hôtel à côté? Mais c'est un vrai truc. Mais par contre, c'est quand même plutôt conduit dans l'entreprise, à mon sens, généralement. Oui, c'est plutôt conduite dans l'entreprise.
avec les équipes et les avocats étant avec les équipes ou non, mais c'est conduit dans l'entreprise. Et ça peut être même, nous, récemment, on a dû devoir le faire par Teams, par vidéo, voilà, les contraintes voulant que. Et on rappelle le caractère confidentiel de chacun de nos entretiens à chacune des personnes entendues, soupçonnées ou non. On leur dit que c'est absolument très important qu'elles participent elles-mêmes à cette confidentialité. Malheureusement, le temps s'arrête. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Maya. Merci Maya. Enquête interne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités du monde de la compliance. Très bonne semaine à tous.